Bonjour à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. J'espère que vous êtes bien installés car voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine, au box-office, Star-Lord, Gamora ou encore Drax le Destructeur vont reprendre du service dans un nouveau volet des Gardiens de la Galaxie. Grand vilain ou nouvelle tête, ce troisième opus promet d'être explosif. On dit que le secret d'un grand film, c'est une bande originale qui marque les esprits. On en parle avec notre invité du jour, Carl Baudouin. Enfin, grâce à Mathieu, le Tupperware, cette petite boîte venue des États-Unis qui a révolutionné la vie des femmes en France, n'aura plus de secret pour vous. Que de belles choses à découvrir ce soir dans votre émission. Alors comme chaque mardi, je vous ai préparé une sélection de films à aller voir au cinéma. Je vous propose qu'on la découvre dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le troisième opus des Gardiens de la Galaxie. Tous les héros de la trilogie reviennent, même Gamora, pourtant morte dans Avengers Infinity War. Rappelez-vous, elle avait été sacrifiée par son père Thanos qui voulait récupérer la pierre de l'âme. Le multivers est derrière cela. En tout cas, de nouvelles aventures l'attendent avec ses compagnons, mais tout ne sera pas de tout repos, car sur leur chemin se tiendront de grands vilains tels que le maître de l'évolution qui veut récupérer à tout prix Rocket qu'il a créé et même affronter donc Adam Warlock qui, je le rappelle, peut écraser Thanos d'une main et Captain Marvel de l'autre. C'est dire qu'il est puissant. Nos super-héros auront donc du fil à retordre. Ce dernier volet promet d'être explosif. On regarde la bande-annonce. Je vous la fais courte. Je m'appelle Star-Lord. J'ai fondé les Gardiens. J'ai rencontré une fille. Je suis tombé amoureux. Cette fille est morte. Et puis elle est revenue. Sauf qu'elle est devenue tarée. Comment oses-tu? Tu as oublié quelques infos importantes, mais tu as résumé l'essentiel. Ma mission sacrée, c'est de créer la société parfaite. C'est pas qu'il aimait la perfection. C'est plutôt qu'il détestait les choses telles qu'elles sont. Je veux que vous sachiez tous que je suis honoré de me battre aux côtés de mes amis. Incinérez-les. On a toujours été en quête d'une famille. Jusqu'à ce qu'on se rencontre. Vous êtes prêts? Pour une dernière virée? Nous nous envolerons tous ensemble. À travers l'infinité. De ce merveilleux ciel. Un film à découvrir bien sûr dans vos salles de cinéma habituelles dès demain et sur Coné, ça sera vendredi. Enfin, autre film à ne pas rater, The Drover's Wife de Léa Purcell. C'est le premier long métrage australien écrit et réalisé par une femme aborigène qui tient également le rôle principal. Pour la petite histoire, nous sommes en Australie en 1893. Molly Johnson est enceinte, elle s'occupe seule de sa ferme et de ses enfants en l'absence de son mari. Elle va devoir faire face au quotidien dans un paysage australien hostile et isolé, une comédie dramatique qui va vous prendre aux tripes. On regarde la bande-annonce. Too many whites, too many guns now. This land needs law. You dare look a white man in the eye, Jackie? Fight for my children, fight for my life, I will. Whilst hunting savages, please do not turn into one. It is you. I'm just a drover's wife. Un
Un film en version originale sous-titré en français à découvrir ce jeudi dès 18h15 à la salle Sissia au Centre culturel Chibaou. L'entrée est libre et gratuite. Alors le cinéma nous fait rêver, nous fait voyager, mais cela n'est possible que grâce aux personnes qui travaillent en coulisses. C'est pourquoi nous avons décidé de les mettre en lumière dans votre chronique Gros Plan. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Carl Baudouin, que l'on connaît tous comme étant un bluesman, organisateur des Nuits du Blues, mais aussi celui du King Biscuit Time, un musicien aux multiples influences qui compose aussi des musiques de films. Et justement, ce soir, nous allons en parler avec lui. Carl, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, ma première question, Carl, sera assez simple. En quoi la composition musicale pour le film est-elle différente de toute autre composition ? Oui, effectivement, c'est très différent parce que quand on compose une musique pop ou rock, ce qu'on va appeler de la musique pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre enjeu que le message que vous voulez faire passer dans la chanson, avec s'il y a des paroles dedans, etc. Donc dans ce cas, on est totalement libre d'aller où on veut. Alors que pour une musique de film, justement, la musique de film, elle est là juste pour avoir un sous-texte en fait par rapport à l'image. Donc en fait, c'est l'image qui prime, les gens regardent. Et la musique est juste là pour donner un message presque subliminal, quelque chose qui va s'adresser plus à l'inconscient. Donc il n'y a pas de règle de composition, mais c'est vraiment au service de l'image et surtout de l'intention du réalisateur. Qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans, ou qu'est-ce qu'il veut cacher, ou qu'est-ce qu'il veut suggérer. Voilà, donc en gros c'est ça la grande différence. Donc c'est vrai que ça n'a quasiment rien à voir, quoi. On demande souvent au compositeur s'il a les paroles avant la musique ou l'inverse. Est-ce que dans votre cas, vous disposez des images avant la composition ? Dans l'idéal, oui. Souvent, c'est ça d'ailleurs. Je travaille sur ce qu'on appelle un ours, c'est-à-dire un montage, un premier montage qui peut peut-être un peu changer ou dont l'image n'est pas étalonnée, etc. Et là c'est vachement bien parce que sur les images, moi je rentre ça dans mon ordi avec mon logiciel et tout, et puis je compose sur les images précisément. Donc on a des time codes et le réalisateur, je discute avec lui beaucoup en avance. Et il me dit voilà, de tel time code jusqu'à tel time code, je veux de la musique là. Après ça peut bouger un peu, moi j'ai aussi mes suggestions que je peux donner suivant la souplesse du réalisateur. Donc en général oui, je travaille sur image. Ça peut arriver l'inverse, c'est arrivé aussi que des fois je compose quelque chose avant, notamment pour des thèmes par exemple. Si je lis le scénario, je discute avec le réal et je compose un thème ou plusieurs thèmes justement en avance. Mais c'est pas la vraie composition là, c'est juste un peu une préparation, on va dire. Alors dans le blues, on évoque souvent les légendes du style qu'on va entendre d'ailleurs Muddy Waters. Alors on va l'entendre. Ah oui. Ou B.B. King. Est-ce qu'il y a selon vous des légendes de la musique de film ? Ah bien sûr, oui, il y en a beaucoup. Et la musique de film, justement, moi je considère que c'est un petit peu les derniers compositeurs, comme au sens classique, on avait Mozart, Beethoven, etc. avant. Aujourd'hui, c'est dans ce médium-là, je pense qu'on peut continuer à composer de la musique classique, enfin dite classique, en tout cas orchestrale ou autre. Et donc des grandes légendes, il y en a beaucoup. Bon, celle qui est très très à la mode en ce moment, c'est Hans Zimmer, qui est dans de toutes les musiques de films. Je sais pas comment il fait. Enfin si, je sais, il a une équipe avec plusieurs personnes avec lui. Mais moi, personnellement, les compositeurs que j'admire et qui sont mes modèles, c'est plutôt un petit peu des anciens, on va dire. Par exemple, j'aime beaucoup Bernard Herrmann, qui a fait tous les bons films de Hitchcock. C'était le compositeur d'Hitchcock. D'ailleurs, souvent, un réalisateur a toujours un compositeur avec qui il travaille tout le temps. C'est le cas donc Hitchcock, Herrmann. C'est le cas aussi Tim Burton et Danny Elfman, que j'aime beaucoup aussi. Et c'est Elfman qui fait toutes les musiques de Burton. Et j'aime beaucoup aussi John Barry. John Barry qui est décédé maintenant et qui a fait tous les grands James Bond, mais pas que. Il a fait toutes les musiques de Out of Africa, Danse avec les loups, etc. Donc c'est un très grand mélodiste, donc c'est pour ça que j'admire son travail, c'est très très beau. Et à contrario, justement, Bernard Herrmann, dont je parlais dans les Hitchcock, c'est pas du tout un mélodiste. Donc on a vraiment deux aspects complètement différents de la musique de film que je trouve bien, parce que sont très
complémentaires en quelque sorte. Alors, la musique de film est souvent colorisée par des cuivres, des sections de cordes comme le violon ou des instruments plus exotiques qui ne sont pas toujours disponibles au pays. Comment fait-on quand on est compositeur calédonien ? Oui, alors effectivement, là, les images qu'on voit d'orchestre, là, ça serait super. Mais malheureusement, on n'a pas effectivement accès à ça. D'abord pour des niveaux de budget aussi, parce que ça coûte énormément cher de louer un orchestre ou même des musiciens live. Donc effectivement, on travaille beaucoup sur informatique avec des banques de sons. Moi, j'ai opté pour ce qu'on appelle le Composer Cloud. C'est le cloud, donc avec tous les sons possibles d'une gamme que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle East-West. Quantum Leap, et là j'ai accès à tous les trucs, je paye régulièrement un abonnement en fait, et je télécharge tous mes sons, donc il y a des émulations quasi parfaites de cordes, d'instruments symphoniques divers, les cuivres, tout ce que vous mentionnez tout à l'heure. Tout ça, on peut les utiliser. Après, il y a un gros travail à faire d'édition, parce que si on joue le son comme ça, on joue sur un clavier en fin de compte, un clavier MIDI, qui est un clavier maître. Et on rentre toutes nos pistes comme ça de tous les instruments, violoncelle, contrebasse, etc. Et après, on doit les travailler. Il y a des tas de paramètres à ajuster. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc c'est très long de faire une musique orchestrale sur ordinateur, en fait. Mais le résultat peut être assez bluffant si on y arrive bien. Alors on parle souvent, justement, vous en parlez, du numérique et l'avènement de l'intelligence artificielle comme étant un danger pour la création. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un danger pour la création, je ne sais pas, mais effectivement, je pense que comme beaucoup de créateurs ou de compositeurs, on ne voit pas ça d'un très bon œil, ou plutôt d'une bonne oreille, je dirais, parce que ça risque d'aboutir à une standardisation, en fait, que des stéréotypes de musique, parce que fait l'intelligence artificielle ? Elle va puiser, elle a accès à à des milliards de sources sonores, etc., de styles, tout ce que vous voulez. Et donc, elle va aller piocher tout ça, et puis elle va sortir des formules types, donc tout ce qui a déjà été fait quelque part. Donc, moi, le danger que je vois là-dedans, c'est de tourner en rond et de rester dans des choses clichés, très clichés, très stéréotypées. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve même, à mon avis, aujourd'hui, dans la musique de film en général. Si vous payez un tout petit peu attention, quand vous faites un peu attention, quand vous écoutez surtout les blockbusters et tout, oui, ça revient. C'est toujours la même chose c'est quasiment interchangeable. Alors que c'est pour ça que j'aime bien un peu les anciens, ça fait un peu old school, mais c'était vraiment, il y avait un style particulier. Bernard Herrmann, il a un style, John Barry, il a un style, John Williams aussi. Mais aujourd'hui, tout le monde est un peu standardisé, mais ça, c'est un petit peu le lot de presque tous les domaines aujourd'hui où il faut, pour la loi du marché, faire un peu toujours les mêmes trucs qui marchent, que les gens ont l'habitude. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est ça le problème, c'est que non seulement ça risque effectivement d'enlever du boulot aux compositeurs, quoique, parce que quand même, j'ai écouté quelques trucs. Moi, j'ai jamais touché à ça, parce que je n'avais pas envie de mettre le doigt là-dedans, j'ai pas envie de rentrer dans cette voie d'intelligence artificielle. Mais quand même, quand on écoute quelques trucs, franchement, c'est pas ça, quoi. On le reconnaît tout de suite que c'est pas un humain qui l'a créé, parce qu'il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de fluidité. Oui, je vais dire c'est froid, ça fait un peu bateau de dire ça, mais il y a ça, c'est cliché. Il n'y a aucune il n'y a pas d'âme dedans. Il n'y a pas d'âme, oui, on peut dire ça, tout à fait. Ouais. Alors, Karl, vous avez cumulé plusieurs postes à votre dernière création musicale qui s'appelait Dream Within a Dream. L'un des titres a fait l'objet d'ailleurs d'un clip qui est sans doute le clip calédonien qui a remporté le plus de récompenses. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien de récompenses a obtenu le clip et la musique de The Big Balloon to the Moon ? Oui. Magnifique clip, et la chanson est magnifique aussi. Merci. Oui, The Big Balloon to the Moon, dont on voit quelques images là, a été créé par... donc la musique, c'est moi évidemment, et c'est un gars qui s'appelle Anders Sundstedt, qui est un Suédois qui vit en Écosse, qui est spécialisé dans les dessins animés, etc. Et donc je travaillais avec lui sur cette chanson, et ce qui est étonnant, c'est que il m'a dit que c'est la première fois, pourtant il fait ça depuis, je sais plus, une vingtaine d'années ou plus, qu'il a autant de récompenses sur un clip. Donc on est tous les deux super étonnés. Donc au niveau des récompenses, il m'a fait justement un récapitulatif la dernière fois des festivals un peu autour du monde, un peu partout. Je crois de mémoire qu'il m'a dit qu'il avait eu 34 récompenses. 34, oui. Ouais, dont 16, je ne dis pas de bêtises, oui 16 je crois.
16 premiers prix, 16 prix du meilleur vidéoclip, meilleure chanson, tout ça. Après le reste c'est des nominés ou sélection officielle ou demi-finalistes, ou il y a plusieurs trucs, mentions honorables. Mais donc 16 premiers prix quoi. Et c'est rigolo parce que nous moi je suis très étonné parce que voilà, j'ai fait ça, je fais ça avec le cœur certes, mais et donc du coup je sais pas, je pense qu'il doit y avoir une sincérité, une naïveté ou quelque chose qui fait peut-être sans doute du bien aux gens, parce que c'est très naïf que c'est un dessin animé, c'est ça, voilà, donc ça plaît, ça marche, fait rêver Alors, on imagine que la pluie de récompenses place la barre quand même très haut pour la suite. Quels sont vos projets à venir, Karl ? Justement, c'est un peu... En fait, j'ai pas vraiment... maintenant, j'ai vraiment envie de me consacrer plus à de la musique de film et donc de servir plutôt les projets d'autres personnes. Moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait plein de projets, toutes les nuits du blues, des spectacles, des machins. Mandala aussi avec Rêves et Voyages, un truc dans les années 2000 et tout. Et là, j'ai envie d'être un peu plus backstage, un peu plus dans l'ombre. J'ai plus envie d'être sur le devant de la scène tellement. Donc je crois que je vais plus faire de scène d'ailleurs. C'est un scoop là. Je pense que je vais me retirer peut-être. Ouais. Je pense. Et il semblerait que Dream Within a Dream, c'était peut-être la dernière chose que j'ai fait. Je dis peut-être parce que on sait jamais. Mais vraiment, je suis un peu fatigué. J'ai envie d'être tranquille et puis d'apporter ce que je sais faire dans d'autres projets. Et j'aime beaucoup justement le travail d'équipe qu'il y a dans le cinéma. C'est que chacun fait son truc et après on aboutit à une œuvre, à quelque chose où plein de gens ont travaillé. Je trouve ça vraiment stimulant, intéressant et ça me donne vraiment foi un petit peu en l'humanité, au savoir-faire, dans les personnalités de tout le monde. Je trouve ça vraiment très, 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 très intéressant pour moi. Donc pour répondre à la question, mes projets, voilà, c'est plutôt faire ça. Je vais peut-être plus trop composer de chansons, de choses comme ça. Et en fait, ce que je fais beaucoup depuis un moment, c'est des lectures audio, c'est-à-dire que j'utilise ma voix pour lire des livres sur YouTube. Et donc sur ma chaîne, il y a de plus en plus de livres audio, souvent de philosophie antique d'ailleurs. Ça plaît vachement, les gens aiment bien, ça apporte quelque chose. Donc moi, mon but toujours, en fait, c'est d'apporter quelque chose aux gens, au monde, à ce que vous voulez, mais si je sais faire quelque chose et que ça apporte quelque chose, je vais le faire. Voilà. Et pour ce qui est de la pop, de la scène et tout ça, je crois que je dirais pas que j'ai fait le tour, il y a toujours des choses à faire, mais ça me branche peut-être moins maintenant. J'ai envie de faire d'autres choses plus discrètes. C'est pas plus mal, Oui, c'est autre chose. C'est peut-être l'âge ou je sais pas quoi. Mais ça s'agit ou je sais pas. J'ai plus envie de faire le guignol sur scène et tout le bordel. Karl, notre échange touche à sa fin. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Avec grand plaisir. C'était très intéressant. Merci. Bonne continuation à vous pour la suite. Et puis j'espère, qui sait, bientôt vous retrouver dans l'une de mes émissions. Avec plaisir. C'était très bien. Merci beaucoup. Merci à Calédonia. Alors, le cinéma provoque en nous de nombreuses émotions, des émotions que l'on retrouve aussi lorsque l'on regarde un film documentaire. C'est l'heure de votre chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir chers téléspectateurs. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Ce soir, nous allons vous parler de Tupperware, la petite boîte émancipée. Un documentaire de Marion Alopo qui retrace l'histoire de cette petite boîte hermétique qui permet de conserver ses aliments. Jusqu'ici, rien de surprenant, mais je vous propose qu'on regarde un petit extrait. C'est le teaser de l'émission, avant d'en parler. Et voilà mes vieilleries. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, des anciens des années 1965. Mes premiers émois, Tupperware. On a tous au fond de notre placard ou celui de nos mères, grand-mères, des petites boîtes en plastique légendaires. Ça, c'est celui que ma belle-mère m'avait donné. Ah, ça c'est ma dinette. Je cherchais mon petit bol de dinette. Et si vous pensez que ces boîtes ne sont qu'antiquités et que les réunions Tupperware sont révolues, vous faites erreur. Aujourd'hui, rien qu'en France, 32 000 conseillères organisent des ateliers culinaires à travers l'Hexagone. Avec ce genre de boîte, on a des... Et avec son unité de production unique en France,
la Touraine est un des bastions de la marque. C'est dans cette région que Delphine, Martine, Élise et Loïc exercent le métier de conseiller culinaire. Alors voilà, on y découvre sa petite histoire avec son créateur qui s'appelle Earl Tupper. C'est un ingénieur et chimiste qui crée des bols hermétiques en plastique en 1946. Alors Earl Tupper, c'est un petit peu un savant fou, c'est un petit peu géotrouve-tout si tu veux. Et il a l'idée de créer cet ustensile. Il met son produit assez rapidement en vente sur le marché. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le flop. Figure-toi que le produit ne se vend pas. Il n'arrive pas à conquérir le marché de la ménagère. C'est un véritable fiasco. Le produit n'a pas une bonne visibilité dans les grands magasins de l'époque. Et surtout, les gens se méfient. Ils ne sont pas convaincus par le plastique qui est tout nouveau à l'époque. Alors voilà, on voit une photo juste à l'instant de Earl Tupper. Donc à l'époque, ça fait un flop. Alors justement, si c'est un flop, à quel moment cette petite boîte en plastique va prendre de l'ampleur et puis tout le monde va se jeter dessus? Eh bien, figure-toi que c'est 1 an plus tard, en 1947. Il faut qu'une femme arrive justement pour s'occuper de ce produit. C'est une histoire de femme, vous l'aurez compris. Elle s'appelle Brownie Wise, elle est visionnaire et elle invente à l'époque la célèbre Home Party. Alors Brownie Wise, elle décide d'aller directement chez la ménagère. Elle décide de créer des réunions, faire une sorte de porte-à-porte pour pouvoir vanter un petit peu les mérites de cette boîte. Pendant les premières réunions, elle met de l'eau dans la boîte hermétique, elle la referme et elle la jette au milieu de ces femmes qui sont réunies et c'est la stupeur. L'eau ne déborde pas, ça commence comme ça. Et au-delà du produit, cela devient une aventure féministe à un moment donné. Parce qu'on est dans un contexte particulier, Stéphanie. On est en 1947, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors les femmes, elles ont pris la place des hommes dans beaucoup de métiers, parce que les hommes sont montés au front, ils sont allés faire la guerre. Et du jour au lendemain, ces femmes qui se sont émancipées, on leur demande gentiment de reprendre leur place au fourneau. Alors à ce moment-là, le métier d'hôtesse que justement a créé un petit peu Brownie Wise, ce métier d'hôtesse devient une alternative, une réelle opportunité pour ces femmes qui souhaitent continuer à exercer une activité sociale et à surtout se sociabiliser. Démonstratrice à domicile, c'est le nom un petit peu de ce métier, un métier à temps partiel, sans investissement, avec une grande flexibilité. Alors, à cette époque-là où le système est dominé par le patriarcat et les femmes restent au foyer, on comprend que c'est une réelle alternative. Elles peuvent s'occuper de leurs enfants et organiser ces réunions où elles vont vendre les Tupperware pour la marque Tupperware. Le succès de Tupperware est basé sur la promesse faite à des femmes de milieux modestes d'obtenir des revenus et d'avoir une activité sociale en utilisant leurs réseaux sociaux pour vendre leurs produits. Et alors les femmes se sont alors valorisées, elles ont un métier, elles touchent un salaire. Et les home parties sont le lieu et l'opportunité de vendre le Tupperware. Mais pas seulement. Imaginez un petit peu, c'est un lieu d'échange et de partage loin de la jante masculine. Et oui, c'est ce qui va tout changer dans cette société dominée par les hommes. C'est l'occasion d'échanger sur la situation de la femme, son évolution, les problèmes qu'elle rencontre, les problématiques, même voire les violences faites aux femmes. Alors cela devient un véritable espace de parole et de confiance. Et arrivent les années 70. Qui voit aussi l'émergence des mouvements féministes. Et à ce moment-là, tu comprends Stéphanie, les home parties prennent tout leur sens. Effectivement, plus de 70 ans après son invention, cette petite boîte en plastique est devenue le totem de la femme moderne et émancipée. Parce que pendant ces réunions, qu'est-ce qu'on fait? On se fédère, on se transmet des messages politiques et on s'organise pour la lutte des femmes. Et voilà la fameuse histoire de Tupperware. Et tu sais quoi Stéphanie, justement, j'en ai ramené un. Ah, super. Oui, c'est le totem de la femme émancipée. Et vu que je suis émancipée. Je l'espère bien pour toi, en tout cas. Ne t'inquiète pas. Et voilà mon petit cadeau. Oh, c'est adorable. Merci Mathieu y a pas pour de cette belle découverte. Il n'y a pas de quoi. Super content d'avoir pu partager ça avec vous. À noter dans vos agendas que ce documentaire est à retrouver sur Calédonia le lundi 8 mai dès 19h55. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet calédonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.